Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle rencontre avec un candidat, le seul candidat indépendant sans étiquette, Bernard Soulier. Bonjour. Merci de me recevoir ici dans ce magnifique palais. Avec plaisir. Alors, vous savez que vous pouvez réagir et poser vos questions au candidat qui y répondra, tout simplement en postant votre question ou votre commentaire sous cette vidéo sur Les Framboettes, sur YouTube et sur lepetitjournal.com, qui est donc le média des Français établis hors de France et qui est aussi notre partenaire pour ces entretiens. Alors nous sommes ici dans le palais de la Quintela à Lisbonne, très beau palais, qui a été construit en 1777, juste après le tremblement de terre, et qui abrite aujourd'hui l'université de design et d'art qui s'appelle IAD, et qu'on remercie de nous autoriser à tourner ici. Alors Bernard Soulier est d'origine auvergnate, ça fait 40 ans qu'il vit en Espagne, à Madrid plus précisément. Il a un doctorat en sciences économiques sur les conséquences de l'entrée en Espagne dans la CE. Alors à l'époque, dans les années 70, sous Giscard d'Estaing, l'Espagne jouissait d'une très mauvaise image en France et donc Bernard Soulier crée une association qui s'appelle Dialogo, une association d'amitié hispano-française. Il devient également attaché d'ambassade, il travaille pour le tourisme français dans la péninsule, il est directeur de la Maison de France en Espagne et en Grande-Bretagne. En 1996, il fonde une entreprise de conseil et d'intelligence économique. Il est décoré de 3 décorations, donc il y a la Légion d'honneur, le Mérite national, voilà, et Isabelle la catholique. Félicitations. Et donc s'il est élu, il mettra toutes ses activités en veille pour se consacrer complètement à son mandat. Alors, Bernard Soulier, vous avez fait un choix fort qui est celui d'être indépendant et vous l'expliquez très clairement dans votre document de campagne. Et moi, je voudrais savoir pourquoi ce choix d'indépendance et pourquoi se couper surtout d'un réseau, d'un grand parti, d'un financement. Donc, je voulais peut-être faire une petite déclaration préliminaire avant de répondre à votre première question. Il y a un moment pour tout dans la vie. Et pourquoi s'engager en politique après une carrière aussi remplie que la mienne que vous venez de décrire? C'est une question que vous auriez pu me poser. J'aurais pu prendre ma retraite satisfait de ce que j'ai fait, mais je pense pouvoir apporter à mes concitoyens une aide et mettre à leur disposition une expérience de 45 ans de vie bien remplie, toujours au service de la relation entre nos pays de cette 5e circonscription qui, comme vous le savez, rassemble l'Espagne, le Portugal, Monaco et l'Andorre. C'est un engagement citoyen qui m'a amené, et je dirais que le mouvement associatif m'a poussé dans cette voie, et de mener ce combat que j'estime devoir être créatif, imaginatif, en restant lucide et réaliste, ce qui sont 2 modes un peu contradictoires. Et je réponds immédiatement à votre question. Alors, pourquoi cette candidature indépendante, comme vous le dites, se coupant des partis? L'investiture des partis est dictée la plupart du temps par des combinaisons d'États plus que par la cohérence locale. Et je pense que ma légitimité d'indépendant vient de cette carrière d'expatrié de 45 ans au service de mes concitoyens qui m'ont amené à penser que j'avais quelque chose encore à apporter. D'accord. Quand même qu'on comprenne, pour donner une indication aux gens, quelle est votre couleur politique? Vous vous situez où sur l'échiquier? C'est une question à laquelle il m'est extrêmement difficile de répondre, puisque je suis indépendant sans étiquette. J'ai été toute ma vie engagé au service de tous les gouvernements français, de droite comme de gauche. Lorsqu'on me pousse dans mes extrêmes et pour répondre à quelque chose, parce qu'on a quand même... Il faut dire quelque chose. On a quand même quelque chose. Et je dirais que ce sont mes racines françaises qui... Je pourrais me définir comme un homme du Sud-Ouest et donc quelque chose de près du radical socialisme. Je peux me définir vis-à-vis à ma région d'adoption qui est l'Auvergne et le Limousin. Et donc, souvent, je dis par plaisanterie que je suis radical socialiste chiracien. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Je n'en sais rien. Mais si vous voulez, je me situe au centre droit. D'accord. Merci de cette précision. Je sais que c'est pas évident quand on est indépendant. Alors, dans votre document de campagne, vous prenez également soin de bien expliquer que si vous êtes éventuellement élu député, vous serez donc député au Parlement français, et donc vous siégerez au Parlement français, vous pourrez agir en déposant des amendements, en proposant des lois, en participant aux discussions, mais en France.
Et donc vous expliquez bien que vous n'allez pas faire de promesses aux expatriés de la 5e circonscription, en leur disant que vous avez un gros levier d'action ici au Portugal, Espagne, Andorre ou Monaco, puisque vous êtes au Parlement français. Alors pourquoi cette prudence ? Pourquoi cette prudence? Parce qu'un député n'est qu'un député. Et nous vivons dans une situation de crise que tout le monde connaît parfaitement. Et ceci ne permettra aucun nouvel engagement financier dans les 5 ans qui viennent. Tous les candidats à la présidence de la République, pratiquement, se sont engagés sur un programme. Il faut être réaliste. Je veux dire, je suis fondamentalement réaliste et il faudra faire avec l'existant. Et qu'est-ce que l'on peut apporter de plus? Une créativité. On peut rechercher, pour répondre aux défis, de nouvelles solutions, mais sachant que financièrement, nous sommes liés par la crise. Alors, un défi, par exemple, c'est celui de la prise en charge des frais de scolarité par l'État. Donc actuellement, l'État prend en charge les frais de scolarité des lycéens et pas des collégiens, mais de tous les lycéens sans critère de revenus des parents. Et vous avez un positionnement qui est assez unique, qui est de dire qu'en gros, vous voulez garder la PEC, enfin la prise en charge telle qu'elle est maintenant sur les lycéens, mais de lui ajouter un critère de revenu, c'est-à-dire en fait de boursifier en quelque sorte la prise en charge. Est-ce que c'est ça? Oui, vous avez raison. En dépit d'un premier plafonnement de la PEC, un problème de financement de l'aide à la scolarisation va se poser dès 2013. Donc, de mon point de vue, et dans cette idée d'être réaliste, je pense que les bourses doivent être, pour employer un grand mot, sanctuarisées. C'est le moins que l'on puisse exiger. Pour moi, le seul levier actuellement sur lequel on puisse jouer est la PEC, et un plafonnement en fonction du revenu sera très difficile. Je n'ai pas encore de véritable réponse à la question. Alors voilà, c'est ça, parce que le plafonnement, à quel endroit vous mettez le curseur? À partir de quand on a droit à ces bourses ou pas? Vous dites qu'il faut l'étudier savamment. Donc vous ne savez pas encore. Pourquoi j'utilise ce mot? Parce que je n'ai pas de réponse aujourd'hui exactement sur le critère qu'il faudra mettre en œuvre, mais il faudra en mettre un. D'accord. Une des propositions dont vous parlez, pour soulager les finances publiques françaises, vous proposez de réimpliquer les entreprises françaises dans les financements de toutes ces prises en charge et toutes ces bourses scolaires. Alors comment on attire les entreprises? Est-ce qu'on signe des protocoles avec chaque groupe, chaque société en particulier, ou est-ce qu'on légifère, on fait une loi qui oblige toutes les sociétés à payer pour les frais de scolarité? Écoutez, il y a 30 ans, lorsque j'ai été l'un des fondateurs de l'association Dialogo, nous l'avons créé pour répondre déjà à ce qui était une faillite de l'État. Et ceci n'a fait que s'accentuer. On ne peut compter pratiquement sur aucun nouveau crédit de l'État. L'État est en faillite et il faut bien une collaboration du secteur privé pour être imaginatif et créatif. Donc il faudra obligatoirement passer par des accords avec des entreprises. Sous quelle formule? Mais comment vous faites? Passer des protocoles sûrement avec des entreprises. Négociation La au cas par solution, cas. elle est au cas par cas dans l'ensemble de cette politique à mener avec le secteur privé qui est fondamental. Alors on continue, on change de sujet, on va parler du volet social de votre programme. Vous montrez une grande préoccupation au sujet des Français les plus démunis, expatriés je parle. Donc il y a de plus en plus de Français qui s'expatrient et donc forcément de plus en plus de Français pauvres, démunis, au chômage. Et donc vous saluez l'action d'un certain nombre d'associations qui viennent en aide à ces personnes-là. De quelles associations vous parlez, en quelques exemples d'associations? Et quelles aides elles donnent? C'est toujours la même chose. Je veux dire, on ne créera pas de nouvelles ressources dans les 5 ans qui viennent, j'en suis absolument persuadé. Et toutes les promesses qui sont faites par les candidats présidentiels, on sait parfaitement que la majorité ne sera pas tenue. Donc il faudra s'appuyer sur l'existant qui fonctionne dans l'ensemble relativement bien. Et il faudra que le député joue un rôle majeur de lobbying auprès de l'Assemblée nationale, auprès du gouvernement français, pour que toutes les subventions, que tous les appuis qui sont faits aux associations existantes, que ce soit les chambres de commerce qui remplissent leur rôle remarquablement bien, que ce soit les associations de bienfaisance qui ont un rôle majeur, c'est sur l'existant, sur le terrain, que le député devra apporter un rôle majeur. Vous déplorez par exemple que les fameux comités consulaires pour la protection de l'action sociale, les CCPAS, n'apportent leur aide aux Français démunis qu'en fonction de critères de revenus draconiens. Alors pareil, vous mettriez le curseur où, à partir de quand on a le droit à ces aides du CCPAS?
Vous savez pas? Je ne sais pas. À Je ne sais étudier, pas. d'accord. Ce qu'il faut, ce qui est sûr, c'est que ces aides de ce sigle extrêmement CCPS. compliqué que vous venez de dire, c'est qu'elles n'ont pas augmenté depuis 2005. Qu'est-ce qui va se passer? Je n'en sais rien. Non. Et là encore, il faudra que le privé ait un rôle à jouer dans l'ensemble de cette politique J'ai d'aide une sociale question à très l'étranger. concrète à ce sujet-là des aides et des subventions, des allocations. Un Français qui travaille en Espagne, dans une entreprise de droit espagnol, qui paye donc ses impôts en Espagne, à quel titre il devrait bénéficier d'allocations françaises, vu qu'il cotise qu'en Espagne, il ne cotise pas en France? C'est un problème compliqué qui n'a pas de solution aujourd'hui. D'accord. On va continuer, on va parler des retraites. Alors je précise que beaucoup de candidats ont parlé dans leur programme des retraites, que j'ai pas forcément, ou je ne vais pas forcément traiter cette question avec eux. Donc là, je vous renvoie au programme des uns et des autres. Mais vous soulevez un problème qui est épineux, qui est celui des Français qui voyagent dans toutes sortes de pays d'Europe et voire dans d'autres continents et qui donc cotisent toute leur vie dans des continents différents, des pays différents. Et donc ça devient un casse-tête invraisemblable au moment de la retraite pour réunir toutes les caisses et savoir où on en est. J'ai eu le cas lors d'une réunion à Malaga avant-hier d'un cadre d'une grande multinationale française qui n'arrivait pas à résoudre ses problèmes de retraite, de sécurité sociale. Personne ne lui répondait au téléphone dans les administrations françaises parce qu'ils n'ont pas le droit de téléphoner à l'étranger, ils n'ont pas le droit d'utiliser Internet sur l'étranger pour des raisons que l'on ignore. Bon, il y a des problèmes simples administratifs qu'il faut résoudre. Et je pense qu'il y a une solution. Les Français de l'étranger, avec l'élection de ces députés, ça va permettre pour la première fois de pouvoir jouer sur tous ces mécanismes qui sont inhérents à la fonction publique française, qui ne s'intéressent pas aux 2 millions de Français à l'étranger. Donc il faut mettre en place un correspondant dans tous les organismes français, je pense aux préfectures bien sûr, voire à la NPE, je ne sais dans quels organismes qui s'occupent de ces problèmes de gestion de retraite, qu'il y ait un correspondant pour les Français de l'étranger à qui ils puissent s'adresser relativement aisément. Et comme c'est un problème là pour le coup franco-français, vous pourrez agir là-dessus si vous étiez élu député au Parlement. Voilà. Là, pour le coup, ça se passe en France. Ça fait partie des mesures simples sur lesquelles on pourra agir et sur lesquelles on pourra faire des propositions de loi clairement pour mettre en place dans l'organisation administrative française des correspondants pour les Français de l'étranger. Est-ce que vous pouvez me redonner votre site internet, s'il vous plaît? BernardSoulier2012.com. Est-ce qu'il vous reste un point qu'on n'a pas traité, qui vous tient à cœur et que vous avez envie de développer très rapidement? Il y a un point fondamental. Personne n'en parle, même pas dans la campagne présidentielle. Je veux dire, on a dissimulé toute la campagne sur l'Europe. L'Europe est un aspect fondamental. Je dirais, tous les candidats présidentiels ont dit n'importe quoi sur l'Europe. Et moi, si je suis député de l'Assemblée nationale, je me battrai pour une Europe forte. Je veux que nous sortions de la dégringolade dans laquelle nous allons. Tous les souverainistes sont en train de prendre des positions pas possibles. Et je veux une Europe démocratique avec un président élu. Je veux un gouvernement économique européen. Et je souhaite un gouvernement politique de l'Europe à terme. Je pense que sinon, nous allons vers le bas empire romain et que c'est la fin de la France en particulier. Donc vous le comprenez bien, je suis contraire à toutes les idées des partis d'extrême droite. Ce sera le mot de la fin. Merci Bernard Soulier d'être venu d'Espagne pour nous rencontrer. On vous souhaite bonne chance pour la suite. Quant à nous, je vous propose de nous retrouver demain avec un autre candidat, d'autres questions qui vous intéressent et d'autres propositions très concrètes. Je vous rappelle que les élections ont lieu législatives le 10 juin et le 17 juin. Merci d'avoir écouté et à demain.